Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi. La librairie Pantoute, qui est membre du réseau des librairies indépendantes du Québec, vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à son invitation à cette causerie. Nous aurons le plaisir de nous entretenir cet après-midi avec M. Jean-Marc Narbonne à l'occasion de la parution de son nouveau livre aux éditions Les Belles Lettres à Paris, Antiquité critique et modernité, essai sur le rôle de la pensée critique en Occident. Le déroulement de cette rencontre sera celui-ci. Après une brève présentation de notre auteur invité, nous nous entretiendrons avec Jean-Marc Narbonne sur le contenu de son essai et les circonstances de sa rédaction. Puis nous inviterons celles et ceux qui le désirent à poser des questions à notre invité. La rencontre se conclura par la traditionnelle séance de signature. Mais avant toute chose, nous aimerions adresser nos plus sincères remerciements aux représentants des éditions des Belles Lettres au Québec, qui est M. Jean-Philippe Côté, aux représentants de la Maison d'Immédiat, son distributeur, M. Vincent Poitras, et un merci tout spécial à Mme Christine Borello, ici présente cet après-midi, qui nous a contactés, proposé et a rendu possible la tenue de cette rencontre. Soyez assurés, chère Madame, de notre entière gratitude. Enfin, quelques notes biographiques et bibliographiques pour présenter sous sa bienveillante supervision notre auteur invité cet après-midi. Jean-Marc Narbonne est professeur titulaire depuis 1999 de philosophie antique à la faculté de philosophie de l'Université Laval, où il a débuté son enseignement en 1990. Son doctorat obtenu à la Sorbonne en philosophie en 1988 portait sur l'œuvre de Plotin, philosophe gréco-romain de l'Antiquité tardive, et dont il a traduit, commenté et publié en français plusieurs traités. Travailleur acharné et collaborateur précieux, Jean-Marc Narbonne a acquis assez rapidement une renommée dans son domaine d'enquête philosophique, devenant l'un des importants spécialistes du néo-platonisme, ce qui lui a valu entre autres de se voir confier la direction du projet d'édition des œuvres complètes de Plotin aux éditions Les Belles Lettres. Homme d'ouverture critique, dirais-je, il ne se cantonne pas à sa spécialité comme le verra aujourd'hui, mais il suscite le dialogue et la recherche avec ses pairs au sein de colloques internationaux et questionne par exemple les relations que des philosophes de l'envergure d'Emmanuel Lévinas ou Martin Heidegger ont entretenues avec la philosophie antique. Je ne voudrais pas créer un malaise que je sens pointe chez mon invité en énumérant les autres chapeaux qu'il coiffe dans les domaines de l'édition savante et de la recherche philosophique. Les plus curieux d'entre vous trouveront des renseignements à ce sujet sur le web. Mais je ne voudrais pas non plus terminer ce préambule sans souligner le fait que voici. Hasard du calendrier, cette rencontre a lieu au moment même où l'événement Salon international du livre de Québec, édition 2016, bat son plein. Or, un autre événement avait lieu à Québec le 14 avril dernier, à savoir jeudi dernier, qui, pour avoir moins attiré la foule et les médias que le salon, peut le disputer aisément en importance à ce dernier. Je dirais en importance donc pour la culture et pour la pensée, voire même par ricochet pour le livre. Et cet événement qui a eu lieu jeudi, c'était le lancement officiel de la chaire de recherche du Canada en Antiquité critique et modernité émergente, dont Jean-Marc Narbonne a été l'initiateur et dont il devient le titulaire. Cette chaire qui, si je ne m'abuse, s'inscrit dans le prolongement du projet international de recherche Raison et Révélation, l'héritage critique de l'Antiquité, également initié par notre auteur, ouvre à n'en pas douter de formidables perspectives à des jeunes chercheurs universitaires d'ici et d'ailleurs, dont le sort importe au professeur, autre chapeau, n'est-ce pas, au professeur Jean-Marc Narbonne. C'est du moins l'une des idées qui, me semble-t-il, ressort de l'avant-propos de l'essai Antiquité critique et modernité de Jean-Marc Narbonne, avec lequel je m'entretiens cet après-midi. Donc, d'abord et avant tout, Jean-Marc Narbonne, bravo pour ces grands outils de recherche que vous venez de créer. Or, précisément, le livre que vous nous présentez aujourd'hui n'est-il pas d'abord programmatique, en ce qu'il initierait en quelque sorte ses lecteurs, dans une forme dynamique toutefois et nullement administrative, je le précise, mais qui les initierait au programme de recherche sur les origines de la pensée critique en Occident que vous souhaitez développer. Qu'en pensez-vous? Voilà. Voulez-vous répéter la question? Oui. La réponse est oui, mais Oui, quelle était la question? merci de... Alors, oui. La réponse est définitivement oui.
Mais, oui. Donc, ce que nous allons faire, c'est... enfin, j'aimerais, comme disaient les philosophes, rendre compte et raison de votre livre. Je précise quand même, là, pour quelques personnes qui ne l'auraient pas encore lu, que c'est un texte solidement argumenté et documenté. Ça, il est évident, votre travail est remarquable. Il a été d'ailleurs remarqué par monsieur Paul Droit dans le journal Le Monde, tout récemment. Il est néanmoins accessible à qui se donne la peine, même s'il n'est pas philosophe, de lire un ouvrage substantiel et qui donc nous plonge véritablement dans l'histoire de notre pensée critique. Je me disais, vous commencez donc... alors, vous commencez par la question des prétendus clivages entre la tradition antique et la modernité. Est-ce que vous pourriez, peut-être par un exemple, exposer le premier thème de ce chapitre, la raison, et est-ce que cette attaque ou cette amorce s'est imposée à vous d'emblée, ou vous aviez une idée précise en attaquant par ce biais? Merci tout d'abord de ces mots d'introduction, Paul Albert. Nous sommes de vieux amis, en fait. Voilà. Depuis très longtemps. Donc, ça n'empêche pas de vous voyer ici. Voilà, on veut garder la forme. Et puis, c'est ça. Disons que... Alors, cette idée est venue progressivement, je crois, au fur et à mesure de l'étude de la philosophie grecque. Et ce qui m'a frappé, parce qu'il y a une question lancinante, très ancienne qui m'habite, qui est d'expliquer pourquoi notre culture est comme elle est. Comment il se fait que nous vivons dans une culture dite ouverte, dans un espace démocratique, où la critique est possible oui. et d'ailleurs on la pratique oui. À tous égards, vis-à-vis des traditions, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des régimes politiques, etc. Et on le fait à travers le rire, à travers le théâtre, à travers la littérature, etc. Et donc, c'est quand même mystérieux que notre ère culturelle soit de cette faconde, si on peut dire, et qu'ailleurs dans le monde, ce ne soit pas le cas. Oui. Et puis, c'est une question qui depuis très longtemps me hantait, m'habitait. Et puis, et au fond, à force d'étudier les philosophes grecs, etc., eh bien, j'ai pris conscience progressivement du fait que la source était probablement là. Parce que, bon, tout le monde connaît la référence au fameux miracle grec, dont Ernest Renan avait parlé, le miracle grec. Depuis ce temps-là, tout le monde conteste que c'était un miracle, mais on conteste que c'était un miracle, mais on n'a pas d'autre explication que celle du miracle pour expliquer pourquoi c'est arrivé là et pas ailleurs. Pourquoi est-ce que la démocratie est née là? C'est ça la question. Voilà. Pourquoi est-ce que le regard critique est né là? Pourquoi est-ce que la philosophie est née là? Ce sont des questions extrêmement difficiles. Et encore aujourd'hui, on est toujours dans l'hypothèse du chaînon manquant. On n'a pas la réponse définitive. Par quelle grâce s'est-il fait que dans les cités grecques, pas seulement à Athènes, mais dans d'autres cités démocratiques de l'Antiquité, ce rapport au monde critique a pu naître? C'est ça la question qui est extrêmement difficile de répondre. Nous avons des hypothèses parmi les meilleurs chercheurs, des historiens, par exemple, qui travaillent sur cette question. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de recherches par des historiens. Moi, j'aime bien les historiens parce que souvent, ils sont moins à côté du coche que les philosophes. Non, mais je dis ça étant philosophe, mais je pense qu'il faut corriger la philosophie par l'histoire. C'est ça que je veux dire. Donc, ils peuvent remettre les choses bien sur terre. L'exemple de ça, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il y a des philosophes qui ont tellement critiqué la tradition démocratique qu'on se dit, s'ils ont tous raison, nous tous, on a tort. Oui. Nous qui vivons en démocratie, on a tort. Et eux, ils ont raison. Oui. On est vraiment des idiots. Et c'est curieux parce que tout le monde veut venir ici, puis on ne veut pas aller ailleurs, mais malgré tout, on aurait tort. Donc, c'est très bizarre, cette affaire-là. Toujours dire qu'il y a des recherches d'historiens depuis, je dirais, une vingtaine d'années, très intéressantes, sur les tendances démocratiques de la Grèce archaïque avant même l'instauration des démocraties. Oui. Parce que c'est pas né de l'accuse de Jupiter, cette affaire. Voilà. C'est né en Grèce, mais pas de l'accuse de Jupiter.
Et donc, ça c'est très intéressant de Ouais. voir comment les plus anciens témoignages que nous avons, dans l'Iliade d'Homère par exemple, ou dans l'Odyssée, il y a déjà des processus démocratiques que l'on voit. Par exemple, dans l'Odyssée d'Homère, à certains moments, notamment à la fin du récit, Télémaque, qui est le fils d'Ulysse, avertit les princes des autres contrées alentours qu'il va en appeler au peuple. Il veut consulter le peuple. Donc il y avait déjà un mode de consultation, pas avec des institutions démocratiques déjà bien organisées, mais il y avait déjà cette Certes, fibre oui, démocratique. oui, oui. La fibre démocratique était là. Voilà. Et ça, plus les historiens scrutent les textes anciens et les documents épigraphiques aussi sur des pièces de monnaie, sur des inscriptions, etc., ils voient ça. Okay? Donc, ce n'est pas né de rien. La question subséquente, ce serait de dire, mais pourquoi il y avait ce trait-là en Grèce antique, étant entendu qu'on le constate très très trop tôt dans leur culture. Voilà. Eh bien, ça c'est une question vraiment difficile, c'est la question du chaînon manquant d'un certain point de vue. Ce qui est sûr, c'est que les cités grecques étaient organisées en petites communautés séparées les unes des autres, et ils n'ont jamais réussi, si tant est que ce soit un succès, à se rassembler pour faire une sorte d'empire. Donc, si on constate ça, ils sont restés dans des petites localités, comme des communes, avec des petits chefs qui traitaient avec des collègues. Il y avait une collégialité très, très forte. Et ça s'est poursuivi aussi dans la tradition des hoplites guerriers par la suite. Ouais. Donc, alors c'est un peu ça. Et assez tôt dans l'histoire, on voit que les Grecs s'opposent aux Perses et aux Babyloniens et à l'Égypte, justement sur cette base-là, en disant, en Égypte, ils ont des tyrans, ils ont des despotes, nous en Grèce, on n'en a pas. Et le fait d'être grec, c'est simplement de ne pas vivre sous la tutelle d'un tyran. C'est comme ça qu'ils se définissent. Par exemple, chez Hérodote, c'est ce qu'il dit. Hérodote est bien moins raciste que bien des Européens du 18e, et 17e et 19e siècle. Hérodote dit la différence entre le barbare et le grec, c'est pas la couleur de peau, c'est pas la race, c'est pas l'origine, c'est être capable de vivre non sous la tutelle d'un despote, d'un tyran ou pas. Nous, les Grecs, nous ne voulons pas vivre sous la tutelle d'un tyran. Okay. Donc, ils ont eu la conséquence. Et chez les tragiques aussi, on trouve ça. Oui. Oui. Ce qui me frappe d'ailleurs dans votre livre, c'est précisément l'éventail des manifestations culturelles que vous allez chercher. Vous allez chez les tragédiens, Oui. on le voit chez les sculpteurs. Enfin, il y a une réflexion sur le travail de la sculpture. D'ailleurs, vous, dans la première partie, si je ne m'abuse, vous vous interrogez sur la raison pour laquelle on a refusé en quelque sorte aux Grecs, aux anciens Grecs, le regard critique sur l'art Oui. et sur l'inventivité. Oui, c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Parce que quand on regarde les gens qui font l'histoire de l'art, l'histoire de l'esthétique, souvent ils opposent la manière, le génie créateur libre du romantisme, qui est le vrai créateur, par opposition à l'esthétique antique qui n'aurait pas connu ce type qui n'aurait même pas eu conscience qu'il y avait création littéraire, création artistique, etc. Voilà. Et ça, j'essaie de démonter cette affaire-là pour montrer que dans l'Antiquité déjà, on avait tout à fait conscience du fait que les grands artistes, les grands sculpteurs, les grands écrivains, etc., c'était pas du tout comparable à l'artisan qui réparait la maçonnerie du coin. Je veux dire, il y avait au 5e siècle à Athènes des artistes, Zeuxis par exemple, ou Polygnote, etc., qui étaient des vedettes, vraiment des stars au sens moderne du terme, qui attiraient des foules et dont on reconnaissait le génie. Donc l'idée parce que il faut savoir que dans l'Antiquité, le modèle général de la pensée artistique, c'est la mimésis. C'est la théorie de l'imitation. L'art est une imitation. Et on aurait une grande opposition entre l'art comme imitation dans l'Antiquité et l'art comme création dans la modernité. Je vulgarise, mais grosso modo, c'est ça le diptyque, en quelque sorte. Et moi, dans le livre, j'essaie de montrer que l'art imitatif antique était déjà très inventif et créatif,
et que l'art, soi-disant purement créatif, moderne, est en fait aussi encore très imitatif. Donc, quand on rassemble, rapproche les deux éléments, on voit que c'est des questions de nuances. Voilà. Okay? Je ne nie pas que dans la modernité, il y ait une tendance expressiviste en art qui est plus grande. C'est certain. Ce serait entêté de vouloir... de le nier. Non, ça c'est vrai. Mais il reste que c'est plutôt de l'ordre d'un continuum. Hein? Cette manière, cette vision expressiviste de l'art comme écho de l'intérieur, on peut le dire comme ça, est plus important aujourd'hui, c'est vrai, mais il existait déjà dans l'Antiquité, d'une part dans la musique. Voilà. Ce qui m'amène, puisque je vous parlais des différentes formes d'expression, cela m'amène aussi à vous parler d'un autre aspect de votre livre qui m'a beaucoup intéressé, qui était de dire qu'en fait, voilà comment je vais le formuler, que le corpus des textes grecs est beaucoup plus important, beaucoup plus vaste et a probablement apporté des germes encore plus étendu que ce que l'on a peut-être voulu, nous, où les modernes ont voulu dire, mais ou penser, voilà, où on a fait même une fixation sur quelqu'un qui aurait plutôt été antidémocratique, à savoir la grande figure de Platon, quoi. Ça, c'est certain. Voilà. Ça, c'est certain. Alors, si vous me mettez sur le terrain du combat contre Platon... ça risque de chauffer. Au fond, le combat contre Platon, c'est un combat qui traverse toute la tradition occidentale. Voilà. Parce que dès Aristote, qui est le successeur et l'élève de Platon, déjà lui a critiqué très sévèrement l'approche platonicienne, à la fois concernant les arts et à la fois concernant les régimes politiques. Oui. Et Aristote a essayé de démonter l'analyse de Platon. Platon est quelqu'un de génial, c'est certain, mais qui a des idées quand même très arrêtées et pour être poli. Oui. Je veux dire, je trouve que le meilleur terme pour décrire Platon, il y a un terme en grec qui dit c'est la deinotes, être deinos. Deinos, c'est être très intelligent, mais dangereux en même temps. Hein, c'est rusé. Deinos, ça a une facette à la fois positive et une facette qui peut être négative. Et Platon, pour moi, c'est le prince des Deinos. Ça, c'est certain. Il est extrêmement intelligent et sa construction philosophique est très complexe, etc. Elle est écrasante d'un certain point de vue. Mais Aristote, quelques années plus tard, a essayé de démonter cette machine, mais pas de peau pour l'Occident. Le texte d'Aristote s'est perdu. Hein? Ça, c'est très frappant. Et je suis sûr que c'est une histoire de providence. Parce que finalement, il y a quelqu'un qui devait nous en vouloir, je ne sais pas. Mais les deux textes qui faisaient contrepoids aux analyses de Platon, la poétique d'Aristote et la politique d'Aristote, sont disparus durant tout le Moyen-Âge. Le texte dans lequel Aristote montre qu'il ne faut pas avoir peur des artistes, qu'il ne faut pas avoir peur de la poésie, que la poésie est libératrice et qu'elle n'est pas stigmatisante pour la cité, etc., c'est Aristote. Or, le texte s'est perdu. On va le redécouvrir à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Donc, pendant des siècles, on a eu le poison, on n'avait pas l'antidote. Voilà. Là, je parle très carrément. Non, je m'excuse de le dire comme ça. J'espère que mes étudiants ne me reciteront pas. Mais c'est un peu ça. On a eu le poison, on n'avait pas l'antidote. Voilà. L'antidote du fait que Platon chasse les poètes dans la République, c'est dans la poétique. Et la poétique s'est perdue, sans compter, vous savez, la comédie, l'autre partie de la poétique dont Umberto Eco a parlé dans son roman, là, sur le nom de la rose. C'est une belle fabulation, mais au fond, ça renvoie un peu à ça. Et donc, cet écrit-là, on l'a perdu. Et puis, même chose pour la politique, où Aristote, sans être entièrement démocrate, il est beaucoup plus neutre. Il a des pages magnifiques où il montre l'intérêt de la démocratie, sa stabilité, etc., que c'est un régime quasiment pour l'avenir. Donc, il y avait beaucoup d'arguments pour défaire the spell of Plato, pour parler comme Popper, la malédiction de Platon, le sortilège de Platon. Mais le texte a été redécouvert et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui nous montrent qu'à partir du 13e, 14e, 15e siècle, la redécouverte du traité d'Aristote a facilité l'émergence de la démocratie moderne. Oui. J'aimerais aussi parler de votre propre rapport critique. On vient de le voir
avec Platon, mais vous parlez de trois grandes figures de la philosophie, à savoir Blumenberg, Gauchet et Bragg, dans le troisième chapitre, où vous... bon, enfin bref, vous là c'est votre partie vraiment heuristique avec les modernes, vous critiquez donc leur approche, disons, leur compréhension, leur restriction, voilà, est-ce que je peux dire ça comme ça, la restriction qu'ils ont apportée de l'héritage grec d'une part, et en outre en mettant en évidence peut-être leur propre, enfin une tradition moderne qui aurait en quelque sorte rompu avec la tradition antique grecque, si j'ai bien compris. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Disons que ce sont trois cas différents, mais malgré tout complémentaires. Et dans les trois, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon idée, c'est de rapprocher l'Antiquité de la modernité et de montrer qu'il y a quelque chose dans l'Antiquité, ce rapport critique au monde, qui s'est propagé ensuite. Malgré le christianisme, malgré toutes les autres traditions, et qui a ressurgi à la modernité. Okay? Et donc, je dis, les lumières du XVIIIe siècle, les lumières modernes, sont une transformation lointaine des lumières antiques. Okay? Si on n'avait pas eu les lumières grecques du 5e siècle, ce rapport critique au monde, les lumières du 18e siècle auraient été, je ne peux pas dire impossible parce qu'on ne peut pas se faire devin de l'histoire, on ne sait pas comment les choses se seraient passées, mais certainement plus difficile. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les auteurs du 18e, Voltaire, Diderot, en fait, et tous les autres, etc., Winkelmann, etc., ils sont tous plongés dans les Grecs, sans arrêt. Rousseau, okay? C'est un retour au grec constamment. Benjamin Constant, Benjamin Constant dans son fameux texte, par exemple, où il compare la liberté des modernes, la démocratie des modernes versus la démocratie des anciens, il est toujours dans Aristote. Il est toujours en train de lire les anciens pour comprendre c'est quoi la démocratie. Et donc, c'est ça qui... Donc, s'il n'y avait pas eu ce levain, je crois que ça aurait été la modernité et ce dont on jouit aujourd'hui, pour autant qu'on soit d'accord pour dire qu'on jouit de la liberté moderne, disons, parce qu'il y en a à qui ça ne plaît pas aussi, le débat existe partout, eh bien, nous leur sommes redevables on leur est redevable de ça. Ça c'est certain. Ça m'a beaucoup frappé. C'est pour ça qu'une des idées que je défends dans le livre, c'est que les Grecs, c'est pas un modèle, c'est pas un paradigme parfait, mais c'est un germe, une semence. Oui. Okay. Et j'ai repiqué ça à Castoriadis, que tu connais bien. Cornelius Castoriadis, parce qu'il a étudié avec Cornelius Castoriadis à l'époque à Paris. Bon, il y a plein de côtés de Castoriadis que je ne reprends pas parce que c'était quand même un gauchiste, extrémiste, etc. des années 70, que je ne reprends pas du tout ça à mon compte, absolument pas. Mais cette idée du germe, je trouve ça génial. Quoi. Cette idée, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est né là, qui n'était pas parfait, parce que la démocratie grecque est loin d'être parfaite. Okay? Mais quand on regarde ce qu'il y avait ailleurs, c'est incommensurable, c'est ça l'histoire. Dès qu'on compare avec les systèmes tyranniques qu'il y avait tout autour, c'est quand même ça la différence. Et puis, ça a été un germe. Et ensuite, on s'est rapporté à ça de manière régulière. Et puis, ça a été aussi une source d'inspiration. Et puis, on avait toujours quand même cet espoir de revivre cet état des choses à travers les siècles. Voilà. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que durant tout le christianisme aussi dominant, durant le Moyen-Âge, on n'a pas cessé de relire les Grecs. Constamment. Il y a un phénomène de relecture des Grecs et des Latins, qui avaient eux-mêmes lu les Grecs, constant dans l'histoire. Donc on n'a jamais été isolé de cet éclairage grec. Ça, c'est une notion, je trouve, que je compte développer dans un prochain livre. Oui. Cette idée, au fond, que le christianisme lui-même n'a jamais été en vase clos. Il n'a jamais été isolé de cette source qui l'a inspiré et modifié dans son cours dès le départ. Et ce qu'on voit ressurgir aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'on voit ressurgir pour moi, c'est cette fibre grecque. Oui. D'accord. Donc je trouve qu'on est plus grec qu'on ne l'a jamais été d'un certain point de vue. Finalement, oui. Ah oui, très certainement. Parce que chez les Grecs, il y a une certaine polyphonie culturelle. Il y a des luttes entre les écoles philosophiques, il n'y a pas d'unité. Et ça nous ressemble un peu parce qu'il y a une polyphonie, il y a un multiculturalisme, il y a une polyphonie culturelle
dans le monde contemporain. Et donc, par-delà le détour et l'enrichissement d'un certain point de vue des monothéismes, on retrouve quand même une certaine diversité qui a eu cours au début de notre histoire. Vous me faites penser, puisqu'on touchait un peu le domaine du religieux, il y a dans le chapitre 4, si je ne m'abuse, vous parlez de Lucien de Samosate. Alors là, je pense même que ces observations face au cas d'intolérance et de réaction religieuse de certains groupes que nous voyons aujourd'hui, on a presque envie de leur dire vous feriez bien de lire Lucien, ou en tout cas voilà une posture que nous propose Lucien face à la montée des intégrismes ou que sais-je encore. Et en fait, je le voyais voilà, dans cette perspective, étant donné que vous souhaitez donc apporter les lumières de la Grèce antique jusqu'à nous finalement, ou en tout cas faire un transfert, un échange entre Oui. cette période et la nôtre. Oui. Alors, Lucien de Samosate, c'est un personnage exceptionnel, qu'on peut dire d'un certain point de vue. Willem Dilthey, il avait surnommé le Voltaire de l'Antiquité. Donc, c'est une image, mais enfin, ça veut dire quand même quelque chose. Et puis, c'est un penseur critique, c'est sûr. Et puis, surtout, il fait ça dans la comédie, dans le rire. Donc, c'est un ironiste de talent, de très très grand talent, mais lui-même, Lucien, il appartient à ce qu'on appelle la seconde sophistique. La seconde sophistique, c'est un renouveau de la sophistique qui a eu lieu au 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, et ce sont des héritiers des premiers sophistes. Donc, c'est pas exactement les mêmes sophistes, mais c'est quand même la même fibre. D'une part. D'autre part, Lucien est très proche d'Aristophane, le comique de l'Antiquité. Donc, il y a une sorte de filiation entre la première sophistique qui était critique au 5e siècle, et puis l'influence que cette sophistique a eue, puis cette renaissance de la deuxième sophistique. Il y en a même qui distinguent aussi une troisième sophistique, mais c'est un détail d'historien, mais entre la première et la seconde sophistique. Et lui, c'est le Lucien de Samosate, c'est le représentant le plus flamboyant de cette seconde sophistique. Et donc, alors, il est critique en ce sens que c'est un sceptique. C'est une sorte de mélange de sceptique, d'épicurien et de cynique, on pourrait dire. Un cynico-sceptico-épicurien, mettons. Il est très difficile à classer parce que je crois qu'il appartient à aucune école, en fait. Et ses textes sont vraiment extraordinaires, très drôles, très très drôles, très bien écrits. Et ce qui est curieux, c'est que même durant... il a été redécouvert, grosso modo, lui aussi au 15e, 16e siècle. Il est très important, en fait, Lucien, parce que je ne peux pas vous raconter tous les canaux par lesquels il s'est recommandé à nous. Mais Lucien, par exemple, certains disent que Lucien de Samosate, c'est l'inventeur de la science-fiction. C'est lui qui nous raconte le premier récit d'un type qui va jusque sur la Lune, qui monte sur les nuages, puis qui regarde la Terre en bas, puis qui dit c'est vraiment misérable tout ce qui se passe en bas, etc., et qui est très drôle, qui se moque de toutes les sectes, y compris de toutes les sectes philosophiques, et puis il y a un de ses essais là qui est très drôle, qui s'appelle Les sectes à l'encan. Et il est sur le marché public et il essaie de vendre des philosophes. Il a beaucoup de difficultés à les vendre. Et puis, le dernier qu'il veut vendre, c'est un sceptique. Et puis là, il dit, ah, écoutez, c'est notre dernier à vendre, achetez-le, etc. Je vous le donne pour une drachme, etc. Un prix complètement ridicule et tout ça. Et puis, il demande au sceptique, et finalement, ça donne quoi de t'acheter, quoi? Ben, il dit, ça donne rien parce que je crois en rien. Oui, mais est-ce que tu crois que tu es là? Ben, je ne sais pas, parce que je suis indécis, même là-dessus, quoi. Oui, mais là, il dit, est-ce que je t'ai acheté? Et il dit, je ne sais pas, je reste dans mon scepticisme. Ben, mais il dit, je t'ai acheté, je viens de poser une drachme, etc. Bon, c'est vraiment très, très drôle. Et puis, alors, lui, Lucien, qu'on identifie à un sceptique, eh bien, il critique toutes les sectes philosophiques, y compris les sceptiques, qui ne valent pas plus que les autres. Donc, et ça, cette drôlerie-là... Oui. C'est plus fort encore que les sceptiques du 5e siècle. C'est ça qu'il est... par là, il est vraiment exceptionnel, je dirais. Oui, oui. Ça, c'est, en tout cas, ça, c'était pour moi véritablement aussi une découverte, ce personnage. Vous nous donnez envie d'aller le lire, quoi. De découvrir. Ce qui est très drôle, c'est que même dans la tradition
classique, on traduisait du Lucien sans trop savoir de quoi il parlait. Et puis, je me dis quand même, ils devaient être très naïfs, parce que peut-être je pense qu'on prenait les essais les moins sulfureux, mettons. Mais on faisait faire du grec aux jeunes sur du Lucien. Parce que c'est des petites historiettes, 3 pages, 5 pages, 10 pages, c'est facile à traduire, puis c'est du beau grec classique. Et donc, je me disais, mais les bons pères de l'Église, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient traduire à leurs pauvres étudiants, un truc comme ça. Mais je pense qu'ils choisissaient certains textes un peu moins dérangeants, je crois. J'imagine. Oui, on parlait. Je pensais donc à ce que nous a apporté la Grèce antique, enfin de ce que vous les points de capitaux que vous soulignez. Je pensais donc, on parlait de l'inventivité, on parlait du sens critique, le fait qu'il n'y a pas de tradition qui ne mérite d'être critiquée, si je puis dire. Hein. Bon, ça, c'est certain. Et il y a aussi, à la clé, on l'a presque touché aussi chez Homère, l'impartialité. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, je pense, c'est Hannah Arendt, mais déjà, Homère, je pense, le faisait dire à ces personnages qui... Enfin, il présente un camp et l'autre. Tout à fait. Il ne va pas dénigrer les uns, magnifier les autres. Il y a... je crois qu'Hannah Arendt avait été frappée aussi, n'est-ce pas, par cette dimension qu'elle reconnaissait à la Grèce d'abord. Absolument. Hannah Arendt, qui est quand même une historienne exceptionnelle du politique, voilà. Et qui a écrit des ouvrages très importants, vous le savez, y compris sur la tradition politique moderne et contemporaine. Hannah Arendt dit Homère, c'est le premier et le seul cas d'objectivité historique dans l'Antiquité. Mm-hmm. Parce que Homère, quand il raconte l'Iliade, la guerre contre les Perses, c'est absolument pas une glorification des vainqueurs. Au contraire, c'est de dire combien la guerre que nous avons menée contre les Perses est injuste, combien tout le monde a perdu, combien la guerre est une horreur, et que c'est une injustice. C'est repris par Hérodote aussi. Mm-hmm. Hein. Hérodote dit, ça c'est très drôle aussi, Hérodote, dans son Historia, dit, il commence son Historia en disant, je vais vous dire ce que les Perses disent de cette guerre. C'est comme si un historien d'aujourd'hui dirait, je vais vous dire ce que les nazis disent de notre guerre. Ouais. Vous comprenez? C'est spécial de commencer comme ça, quand même, de dire ça. Et ils disent que c'est injuste. Parce que, à cause du rapt d'Hélène, mais des rapts de femmes, on en avait fait, tout le monde en avait fait, quoi. Okay? C'était pas une raison de faire une guerre mondiale pour ça. Parce que, quand même, l'Iliade, c'est la Première Guerre mondiale. Hein? Et c'est ce qui définit l'opposition entre l'Occident et l'Orient. C'est vraiment la naissance du schisme entre l'Est et l'Ouest. C'est la Première Guerre mondiale de l'Antiquité. Et donc, il dit cette guerre est injuste, etc. Et puis, donc, là, il y a aussi cet regard de l'objectivité où il dit nous n'avions pas raison de leur faire la guerre sous ce prétexte-là. Et chez Homère, c'est pareil. Il défend les Perses. Combien il y a de pages dans l'Iliade où on nous dit mais l'horreur de ce qui est arrivé à Hector, à Écube, etc. C'est vraiment un drame. Donc, pour Hannah Arendt, c'est exceptionnel, ça, la naissance de la neutralité chez les Grecs dans cette culture-là. Ça se voit aussi dans l'ethnologie. Par exemple, Hérodote, qui est le premier historien, c'est le premier ethnologue. Il parle de l'Égypte, il parle des Babyloniens, il parle des Perses, etc. Et puis, il essaie de dire, par exemple, il y a des coutumes chez les Perses et chez les Égyptiens sont aussi bonnes que les nôtres, sont juste différentes. C'est le premier relativiste. Voilà. C'est un relativiste. Puis il dit, pourquoi nous, on préfère les nôtres, mais c'est parce que c'est les nôtres etc. Donc ça, c'est vraiment très, très remarquable. Il y a cet esprit d'ouverture d'Hérodote. Il faut vraiment lire Hérodote. C'est vraiment... C'est exceptionnel de voir ça. Et puis, par exemple, il dit sur les Égyptiens, on pourrait dire que... Bon, sur les Égyptiens, il dit, bon, les Égyptiens, quand même, sont très fermés. Ils adoptent aucun autre dieu. Ils ne changent pas leurs coutumes, etc. Alors, on se dirait, on serait volontiers prêt à se dire, ah, mais ça, au fond, c'est du racisme ou c'est de l'ethnocentrisme, etc. Mais il dit, mais non, les Perses sont pas comme ça. Les Perses sont comme nous, ils changent de tradition. Puis il dit, nous, mais tous nos dieux, on les a empruntés. Au fond, il dit, on est des bâtards. Nous, les Grecs, on est des bâtards. C'est ça qu'il dit.
Et c'est quand même, Oui, on voit pas on ne beaucoup connaît de- pas non, d'autres cas. Non, on connaît pas d'autres cas. Voilà, Et puis dans l'histoire. oui. Et puis aussi, ça se répercute aussi, ça se manifeste également sur le plan de la religion. Comme la religion grecque n'a pas de texte sacré, elle n'a pas de classe sacerdotale comme telle, la religion grecque est interprétative elle-même. Il n'y a pas de texte, et ça, Castoriadis l'a bien Oui. montré, mais d'autres aussi, je veux dire, il n'y a pas de version canonique des dieux. Il y a des interprétations, d'interprétations. Et donc, il y a une souplesse, là, il y a une flexibilité Évidemment. dans le rapport à la religion, au divin, qui est remarquable Aussi. et qu'on trouve peu ailleurs. Voilà. Et ça, je crois, ça joue dans l'ouverture démocratique postérieure. Tous ces éléments, c'est comme des fibres qu'on ajoute, hein, et qui, à la fin, ça détermine une certaine... ça rend possible une certaine culture. Oui, oui. Et donc caractérisé, comme vous disiez, par comme si tous ces éléments justement étaient complémentaires, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer peut-être un esprit critique ou une autocritique sans aussi cet aspect impartial, par exemple, ou objectif. Puisqu'on va peser le pour et le contre et on va avoir assez d'honnêteté pour se dire soi-même peut-être injuste et Tout à fait. voilà, Tout à fait. ou que l'autre s'est montré juste, magnanime, etc. Et donc Absolument. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Démosthène, qui est un orateur et un homme politique du IVe siècle, qui dit, Démosthène dit dans un discours qui s'appelle Contre Leptine, c'est un personnage, un politique de l'époque, mais qu'on connaît peu aujourd'hui. Il dit, et Démosthène défend la démocratie athénienne. Il dit, à Athènes, il est possible de louer Sparte, mais à Sparte, on ne peut louer que Sparte. oui. Voilà. C'est beau ça. Hein? En une seule phrase, je trouve que ça dit tout. À Athènes, on peut même louer ceux qui vivent autrement que nous. Bon, parce que les Spartiates, c'est une société militaire, on le sait, hein, et rigoriste et ennuyeuse. Et d'ailleurs, à Sparte, il n'y a pas de philosophe, soit dit en On passant. n'en connaît pas. Hein? Hein? Non, il n'y a pas de... à la rigueur, il pourrait y avoir des stoïciens, mais en tout cas, on a très peu de traces de ça. Et donc, je trouve que c'est... Parce que la phrase de Démosthène, à Athènes, on peut même louer Sparte, mais à Sparte, on ne loue que Sparte. Mais on peut très bien la réutiliser aujourd'hui. Hein? On n'a qu'à penser à tous les régimes politiques où il n'est pas possible de parler autrement qu'en bien de sa propre, de son propre gouvernement, et tout le reste est impossible. Voilà. Donc, à partir de l'instant où tu peux trouver des atouts et des avantages ailleurs, mais tu peux t'autocritiquer, etc. Le relativisme, il est là. En somme, d'ailleurs, nos droits de l'homme, finalement, doivent beaucoup à l'héritage grec. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est certain qu'il n'y a pas de droit de l'homme en Antiquité comme tel, parce que l'homme est toujours pensé en rapport avec la cité. Il y a des droits du citoyen. Okay? Oui. Il n'y a pas de droit de l'homme. Mais il y a des droits du citoyen qui rejoignent certains aspects des droits de l'homme. Mais il y a des choses remarquables. Par exemple, il y a des textes qui nous disent que à Athènes, il y a certains esclaves qui sont même plus libres que des citoyens d'autres cités. Il y a des textes qui nous disent, à Athènes, tu marches dans la rue, il y a des esclaves qui ne se tassent même pas sur ton chemin. Comme quoi, même les esclaves sont traités... je ne défends pas l'esclavage, mais c'est pour montrer la manière d'être, finalement, qui est assez remarquable et qui, moi, me séduit énormément et qu'on a un peu oublié et dont on a oublié l'influence sur nous. Oui. Parce que les auteurs dont on a parlé tout à l'heure, on peut peut-être y revenir, Rémi Brague, Marcel Gauchet et Hans Blumenberg, qui sont des gens extrêmement considérables et dont j'apprécie la pensée énormément et dont j'ai beaucoup appris. Il y a quand même cette difficulté qui est qu'ils ont l'impression que, bon, à partir de la Réforme, disons, ou du XVIIe siècle, tout ça est né tout seul, quoi. C'est comme si la modernité s'était faite d'elle-même. Mais c'est une fausseté absolue. C'est absolument impossible. C'est faux. Par exemple, Pierre Bell,
le protestant. Protestant, Ok? oui. Il dit, c'est pas moi qui le dis, Pierre Bayle, il dit, pour moi, la modernité commence avec la redécouverte de Sextus Empiricus, le sceptique grec. Ah oui. Il dit, quand on a redécouvert le texte de Sextus Empiricus et qu'on a réfléchi au scepticisme, pour moi, la modernité, elle commence comme ça. C'est Pierre Bayle qui le dit. C'est Alors, un exemple parmi Oui, d'autres. oui, mais tout de même. Hein, c'est... Montaigne, on ne peut pas imaginer Montaigne sans la tradition sceptique. C'est impossible. Ouais. Où Montaigne a-t-il pigé son relativisme discutable, d'ailleurs, donc qu'on peut évaluer diversement, si ce n'est dans cette tradition grecque dans laquelle il était plongé sans arrêt. Ouais. C'est ça l'histoire. Cet effet de ressourcement est indéniable. Donc, c'est ce que je reproche, par exemple, à Marcel Gauchet, qui est un des meilleurs penseurs de la situation de la démocratie moderne. Hein? Marcel Gauchet, c'est un type vraiment génial, il faut le reconnaître, avec une plume extraordinaire, qui a une faculté alors là, il me dépasse de loin, c'est qu'il peut dire la même chose 1000 fois différemment. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est exceptionnel. Okay? La même affaire, il peut te le reformuler 450 fois. C'est vraiment incroyable. Mais toujours est-il qu'il a quand même un point aveugle énorme, c'est qu'il s'imagine que la démocratie moderne n'a pas de lien avec l'histoire, qu'elle est née comme ça, et etc. Mais il fait dépendre, comme un certain nombre d'auteurs en Europe aussi, de la démocratie moderne et la modernité en général, de certaines semences qu'on a dans la tradition, dans le christianisme, etc. Mais le christianisme auquel il s'adresse est vu en vase clos, coupé de ses racines grecques, coupé de ses racines romaines. Il fait l'économie du processus de relecture des Grecs qui a accompagné la tradition chrétienne constamment. C'est très bizarre. Oui, pour moi, c'est un vrai mystère. Parce que c'est certain que quand on regarde la modernité, il faut reconnaître à la modernité des gains et des choses nouvelles qui n'étaient pas dans l'Antiquité. Donc ça, je n'en disconviens pas, il n'y a aucun problème. Mais lui, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que c'est comme si cette modernité était née sans rapport avec l'Antiquité. Et tous les textes montrent le contraire. Tu sais, les penseurs de la démocratie lors de la Révolution française, ils lisaient sans arrêt Aristote et les politiques de Platon pour voir comment ils allaient instaurer cette nouvelle République. Donc comment en faire une affaire ab ovo comme ça, ex nihilo? C'est curieux. Là, là, fort point de discorde avec Marcel Gauchet sur ce certain. Terrain, et ça me désole d'un certain point de vue parce que je trouve que sinon, pour ce qui est de penser la spécificité de la démocratie moderne, je trouve que c'est de loin le meilleur. Le meilleur auteur. Absolument. Ah ouais. Absolument. Vous avez eu l'occasion d'en discuter un moment avec M. Gauchet. Ça viendra peut-être dans une réception critique, j'espère, de votre ouvrage. Oui. Sur lui, dans mon livre, peut-être qu'il va, me répondre. C'est ce qu'on souhaiterait. D'ailleurs, c'est dans la conclusion de votre livre que vous parlez justement d'un, comment dirais-je, de cette religion, de cet univers chrétien, mais vous dites déjà, justement, c'est ça, modelé par la Grèce, enfin, il y a par l'héritage, par le legs grec, quoi. Oui. On en parlait tout à l'heure, on n'aurait probablement pas eu non plus ces articulations de la religion chrétienne sans être passé par, si ce n'était pas passé par les legs grecs, quoi. Oui, c'est qu'en fait, le christianisme est né en territoire hellénisé. Déjà en Judée. Et donc, la culture grecque, la manière d'être de la culture grecque était déjà présente. Okay? Et les pères de l'Église, dès les premiers siècles, qu'est-ce qu'ils lisaient? Les Grecs. Avant même de se convertir, ils lisaient les Grecs. D'ailleurs, on a beaucoup d'histoires de convertis. Ce sont des gens, Philon d'Alexandrie déjà, avant Jésus-Christ. Philon d'Alexandrie, c'est l'exemple par excellence dans le judaïsme de quelqu'un qui a produit une sorte d'amalgame entre le judaïsme et les textes grecs et la philosophie grecque. Donc, le christianisme lui-même est né en terre hellénisée. Et donc, un christianisme à l'état pur n'a jamais existé. Et on ne l'aura jamais. Et tout de suite, il a été
en un sens, dévié ou influencé par cette tradition critique grecque, Oui. que bien sûr, il a repoussé à certains égards, Mhm. mais dont il a repris des éléments. Puis il y a eu, bon, dépendamment des auteurs des pères de l'Église des premiers siècles, il y en a qui étaient grécophiles, qui étaient amoureux du grec, puis il y en a qui étaient grécophobes, il y a eu les deux, etc. Mais peu importe les attitudes de chacun, il y a eu des échanges énormes. Et puis ensuite, dans la réélaboration du message chrétien, eh bien, on a utilisé le platonisme, on a utilisé l'aristotélisme, etc. Donc, il y a eu une construction énorme. Et donc, on ne peut plus disjoindre les deux éléments. Mhm. Et je crois que, au fond, moi, je pense que c'est ce qui a sauvé le christianisme. Ah, Pour moi, ce qui sauve le christianisme, c'est les Grecs. d'accord. C'est pas le christianisme qui sauve les Grecs, c'est les Grecs qui sauvent les chrétiens. Voilà, voilà. Ok? C'est-à-dire le fait que la tradition chrétienne ait pu garder une certaine ouverture, un rapport critique, même dans sa pratique, Oui, oui. pas toujours de gaieté de cœur, mais malgré tout, Malgré tout. ok? C'est parce que cet élément grec s'y était mêlé Mhm. dès l'origine. Alors là, ça c'est formidable. C'est ce que je crois. Oui. On va peut-être, en tout cas, j'espère que notre auditoire, qui semble, je pense, fort intéressé par ce que vous venez de dire, a déjà une assez bonne opinion de ce remarquable essai que vous avez publié, Jean-Marc. Je voudrais peut-être, il y avait peut-être une dernière question que je voulais vous poser, peut-être plus personnelle, mais je me disais, bon, Jean-Marc Narbonne est traduit donc du grec, vous avez traduit pas mal de textes, vous allez le faire encore. Est-ce que le traducteur qui s'est révélé en vous vous a conduit à devenir aussi, ou est-ce que ça va de pair avec le fait d'avoir envie de passer, d'être un passeur? Vous avez, comme je disais dans la première partie, enfin dans l'avant-propos, je pense que je l'ai dit d'entrée de jeu, vous vous souciez aussi de vos étudiants. Vous avez cette attente de leur part de collaborer à un projet que vous avez. Je pense que vous attendez en fait à ce que vous ayez des étudiants qui se joignent à ces formidables projets que vous avez, dont vous êtes l'initiateur. Est-ce que je dirais donc voilà, est-ce que de traduire le grec font de nous des passeurs, des gens qui ont envie de faire connaître aux autres justement cette culture extraordinaire, enfin et toute sa richesse, quoi. Oui, c'est sûr, parce que la richesse de la tradition grecque, on a parlé de ça au départ, Oui. des questions quand on a parlé du naufrage des textes grecs. Oui. Bon, je prends un seul exemple. Ok, pour la comédie, pour ce qu'on appelle l'ancienne comédie, ok, c'est-à-dire la comédie athénienne du 5e siècle de première génération, qui est une comédie extrêmement critique, où on riait, on se moquait des dieux, où on se moquait des hommes politiques. Il y a un texte où Aristophane se moque de Socrate, par exemple, dans les Nuées, etc. Eh bien, de cette riche tradition de comédie ancienne, nous n'avons qu'un seul auteur, c'est Aristophane. Tous les autres sont disparus. Okay? Mm-hmm. On estime que 80% de la littérature a disparu. Donc, pour beaucoup d'écoles philosophiques, nous n'avons que des fragments, etc. Parce que, bon, les bons pères chrétiens qui les aimaient pas, mais ils les recopiaient pas. Pour faire disparaître un livre, il suffisait de ne pas le recopier. Il disparaissait. Tu n'avais pas besoin de faire un autodafé. Hein. Il suffit de ne pas recopier, puis il disparaît. Donc, il y avait ça. Ou bien, il citait des extraits pour les réfuter, mais du coup, on a gardé l'extrait. Au moins, on a l'extrait à réfuter. Mais c'est un naufrage très important. Mais malgré tout, malgré ça, ce qu'on a est énorme. Malgré tout, ce qu'on a est énorme. Et donc... et précieux, voilà. Ah oui, c'est très intéressant. Et ce que je trouve très curieux, c'est que jusqu'à la fin de l'Antiquité, ils vont rester très inventifs et très, très brillants. Oui, oui. C'est un génie qui va... disparaître comme ça. Donc ça, c'est un point. Et d'autre part, pour ce qui est... oui, parce que, si vous voulez, le projet que je fais sur cet esprit critique, ça ne concerne pas que la philosophie, mais ça concerne la littérature, la religion, voilà. Etc. C'est un truc de civilisation. Oui, oui, okay? Oui. C'est pas que les philosophes. Puis même les philosophes, des fois j'ai un peu honte d'être philosophe. Hein. Je préférerais
littéraires ou je sais pas quoi, parce qu'ils ne sont pas toujours du bon côté. Hein, c'est pas toujours. Hein, pour la démocratie, ils ne sont pas du bon côté. C'est clair. Hein, sauf Protagoras. Protagoras, tiens, on dit Protagoras, le sophiste, c'est le premier théoricien de la démocratie qui la défend. Okay? Mais Platon, on en a parlé, Aristote, c'est pendant, etc. Donc, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène de civilisation, je crois. Il faut penser à la littérature, la poésie, les arts, la sculpture, etc. L'histoire. L'histoire en général et tout ça. Anthropologie, même. Tous ces points-là sont, etc. Et donc, évidemment, à l'université, comme on a une faculté de philosophie, mais aussi on est associé aux études anciennes, où il y a des historiens, des archéologues, etc. Donc, moi, je veux dire, personne n'est spécialiste de tout ça. Eux, ils peuvent contribuer à partir de leur discipline à ce même questionnement. Ça, je trouve ça... Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Je sais bien que c'est à la mode, là. Mais c'est vraiment vrai, là, dans notre cas. On trouve que... Oui, je dirais que dans votre cas, c'est pleinement justifié. Absolument. Et puis aussi, on a créé un système de bourse pour encourager un certain nombre d'étudiants. Puis, on aimerait beaucoup que les étudiants s'engagent sur des recherches ponctuelles, sur des points liés à ça, pour montrer l'étendue de l'affaire et puis l'intérêt aussi pour nous. Parce que mon souci, c'est d'amener malgré tout un message d'espoir dans la situation contemporaine. Dire, on n'a pas perdu nos repères, on a d'autres repères. On n'a pas perdu nos repères. On a modifié notre rapport à un certain passé, mais on retrouve un autre passé. Et donc, je souhaite que nous sortions de l'idée d'une théorie du déclin. Pour moi, on n'est pas dans le déclin. Je veux dire, à part du point de vue de l'écologie, là j'ai des vraies questions, mais à part l'écologie, là, je trouve qu'on n'est pas dans le déclin. Au contraire. Tu sais, par exemple, les gens critiquent beaucoup le fait, bon, il n'y a plus les cours, il n'y a plus les cours classiques, etc. Mais regardez la production mondiale des études en latin et en grec. Mais regardez ce qu'il fait. Mais on n'arrive même plus à suivre tellement il y en a. Donc, parler de déclin, c'est très relatif. Hein. Tu sais, tous les déclinistes, là, moi, ça me gêne beaucoup. Il y aurait... vous laissez entendre par là que, voilà, justement, il y a... Si j'ai bien compris, donc il y a vraiment beaucoup de travaux, beaucoup plus que ce que l'on pourrait supposer quand on n'appartient pas à ce domaine. Je veux dire, rien que sur Aristote, j'arrive pas à suivre tout ce qui se publie. Sur Platon, sur les néoplatoniens, etc., sur les sophistes, mais c'est incroyable. Donc, qu'on me dise, il n'y a plus rien qui se fait, mais c'est faux. C'est faux. Et si le point d'Archimède de notre culture, c'est les traditions monothéistes, on a l'impression que tout fout le camp, c'est vrai. Mais il y a autre chose que ça aussi. C'est une modification. Il faut arrêter ce regard très négatif sur le présent que je trouve injustifié.